Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Que reste-t-il de François Mitterrand en France et dans le monde? Il y a 30 ans, jour pour jour, le président français socialiste disparaissait après 14 ans, passé au pouvoir de 1981 à 1995. Avec nous pour en parler, Judith Bonin. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, membre du conseil scientifique de l'Institut François Mitterrand, autrice avec Pierre-Emmanuel Guigaud du livre Mitterrand, c'est aux éditions PUF. Avec nous également Frédéric Bozo, historien, président du conseil scientifique de l'Institut François Mitterrand, spécialiste de la politique étrangère de la France depuis 1945. Votre livre a pour titre Le tournant de 1983, une histoire politique, la gauche, la rigueur, l'Europe, édition Odile Jacob. On commence avec vous, peut-être, Frédéric Bozo. La question est simple, que reste-t-il aujourd'hui en France de François Mitterrand ? Écoutez, je pense qu'il reste d'abord une énorme tranche d'histoire. François Mitterrand, c'est le seul président de la Ve République qui a pu aller au bout de 2 septennats, qui, au fond, à l'échelle de l'histoire du pays, ne peut être comparé qu'au général de Gaulle, en termes d'importance historique, et qui d'ailleurs se situe en permanence vis-à-vis du général de Gaulle, et qui, je pense, alors ça dépend bien sûr des sondages, mais est reconnu en effet comme, avec le général de Gaulle, l'homme politique le plus important du second XXe siècle français. Mais est-ce que ça reste dans l'esprit des Françaises et des Françaises, ou est-ce que c'est juste pour les historiens, pour les médias, les milieux intellectuels ? Bon, il faudrait regarder les sondages, mais ce qui est évident, c'est que l'image n'est pas la même selon qu'on est soi-même historien ou observateur, ou bien que l'opinion publique en général. C'est vrai que lorsqu'on s'oriente vers l'expertise historique, eh bien, on se rend compte que, bien sûr, l'héritage est plus compliqué, Judith Bonin nous en parlera, plus clivé, sans doute, que pour l'opinion en général. Mais ce qui reste, c'est avant tout ça, 14 ans d'une histoire importante. Judith Bonin, François Mitterrand, impossible héros de la gauche en France, c'est le titre de votre article paru sur le site The Conservation. Malgré d'importantes réformes, dites-vous, l'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans, le RMI, revenu minimum d'insertion, eh bien vous dites que son legs politique est complexe à assumer à gauche. Pourquoi ? Alors, justement parce qu'il a un parcours très très long, qui d'ailleurs précède ces 2 septennats. Alors, il souffre, comme beaucoup de présidents, du bilan du droit d'inventaire et de réforme. Et de l'usure du pouvoir. Et de l'usure du pouvoir, qui touche particulièrement les figures de la gauche, avec l'idée qu'on n'est jamais assez à gauche du côté de son propre camp. C'est notamment la question du remords évoqué Alain Bergogneau et Gérard Guimbert. Et puis, son héritage, il est compliqué aussi parce que, dans son cas, il y a réellement eu de grandes transformations, des changements, des évolutions qui, au fur et à mesure des réinterprétations mémorielles, le rendent parfois peu lisible ou moins lisible par les jeunes générations. Et pourquoi, qui aujourd'hui en France se rapproche le plus de François Mitterrand ? On se tourne vers le Parti socialiste notamment, mais qui pourrait se revendiquer du mitterrandisme ? Alors, François Hollande, d'une certaine manière, le fait. Il lui a rendu un hommage important en 2016, lors d'un précédent anniversaire. Je crois qu'il était à Jarnac encore aujourd'hui pour les cérémonies, donc sur le lieu de naissance et d'inhumation de François Mitterrand. Et d'une certaine manière, tous ceux qui ont participé à l'ère mitterrandienne, qui ont partagé le pouvoir, qui ont travaillé pour lui. À ce titre-là, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui ne se revendique pas du mitterrandisme dans son ensemble du tout, garde un attachement assez fort à l'homme, a publié des choses, lui rendant hommage également. Mais dans son propre parti, on ne peut pas parler aujourd'hui d'un mitterrandisme comme on parlerait d'un héritage gaulliste, avec une doctrine et un groupe bien constitué. Ouais. Frédéric Bozo, poser la question « Que reste-t-il de François Mitterrand en France ?» notamment, celle de ce débat, c'est aussi poser la question « Que reste-t-il du tournant de 1983 ?» Alors on le rappelle, la scène politique française, elle est marquée au fer rouge par ce psychodrame du tournant de 1983. Pourquoi ? Parce que pour une partie de la gauche, eh bien, durant ces fameux jours du mois de mars, il a enterré ses promesses, il a entamé un virage vers l'économie de marché et le libéralisme. C'est aussi poser cette question-là, que reste-t-il de 1983 ? Certainement, dans certaines mémoires collectives, 1983, c'est un tournant majeur, voire une trahison. C'est toute la thématique que vient d'évoquer Judith Bonin, c'est-à-dire la gauche n'est jamais assez à gauche. Et donc, mais vous savez, quand on regarde de près l'événement, j'ai envie de vous dire, il ne s'est pas passé grand-chose en mars 83, en réalité. Mars 83 est important à cause de l'impression que cet événement a laissé dans la mémoire collective. Et
cette impression s'est construite progressivement. Si vous posez la question aux Français, même aux Français de gauche, en décembre 83, est-ce que Mitterrand a trahi la gauche? Je pense que les gens ne comprendraient même pas la question, en fait. Donc c'est une sédimentation mémorielle qui s'explique, dont l'intensité s'explique par les événements postérieurs, et essentiellement les grands débats de l'après-guerre froide, de Maastricht, de la globalisation, et le fait que, bon, pour certains, les choses sont allées moins bien qu'elles n'étaient avant, et donc il faut chercher des responsables, des causes. Et donc mars 83, c'est une explication. Il y a comme un événement qu'on n'a pas évoqué avec vous, sur le legs difficile à porter de François Mitterrand. On pourrait parler de Vichy, on pourrait parler de la guerre d'Algérie, aussi, notamment. Ça pèse encore aujourd'hui, ça, la face sombre de cet homme? Je pense que ça pèse. Là, à l'occasion des commémorations, toute publication liée à François Mitterrand était suivie d'un certain nombre de commentaires, dont beaucoup évoquent une trahison, en fait, avec un péché originel. On voit le livre de Pierre Péan, notamment Une jeunesse française de François Mitterrand. Effectivement, avec cette idée qu'il aurait trahi dès Vichy et aurait été finalement fidèle à sa droite véritable. Et qu'il aurait épousé le socialisme par opportunisme politique. Exactement. Alors, c'est un reproche qu'on fait étrangement jamais aux gens qui font le trajet inverse, et qui sont souvent plus nombreux, de l'insincérité du trajet vers la droite. En réalité, l'ouvrage de Pierre Péan, en 1994, il vient révéler au grand public des choses que le milieu politique dans l'ensemble connaissait, aussi bien un certain nombre d'adversaires de François Mitterrand. Charles de Gaulle décide en 1965, lorsqu'il s'affronte à la présidentielle, de ne pas jouer cette carte-là, pour ne pas abîmer le mythe résistentialiste de la France entièrement résistante, pour ne pas abîmer un potentiel successeur à l'Élysée. Des alliés aussi ont choisi à un instant T qu'il était mieux placé pour représenter la gauche et que finalement, ces états de service résistants l'emportaient sur son passage véritable à Vichy. Alors, un chef d'État qui a pesé aussi sur la scène internationale. On va voir 30 ans après sa disparition en quoi, justement, il a pesé. D'abord, un an avant sa mort, pour être précis, le 17 janvier 1995, François Mitterrand s'exprime devant les députés européens, au Parlement européen. Je vous propose d'écouter ce qu'avait dit l'ancien président français sur le nationalisme. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. Merci. Des propos qui résonnent avec l'actualité, évidemment, notamment avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Que penserait François Mitterrand de la situation actuelle du monde? Écoutez, je pense qu'il ne serait pas très surpris, malheureusement. J'en veux pour preuve l'extrait d'une conversation qu'il a eue avec le président Bush en novembre 1991. George Bush père. George Bush père, président des États-Unis à l'époque. C'était pendant un sommet de l'OTAN qui devait décider du rôle futur de l'OTAN. Et c'était en pleine dissolution de l'Union soviétique, qui était en train de se dessiner et qui allait effectivement aboutir quelques semaines plus tard. Et Mitterrand explique à Bush qu'il faut faire très attention à ce qui se passe. Le contexte, c'est la Yougoslavie également qui éclate. Et il dit, regardez, l'Ukraine, la prochaine guerre est là. Donc, Mitterrand avait une grande culture historique. Il connaissait parfaitement l'histoire du 19e et du 20e siècle. Il comprenait parfaitement la géopolitique européenne. Mais contrairement à Jacques Chirac, et Jacques Chirac a été célébré notamment dans le monde arabe, François Mitterrand avait dit oui à la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein. Oui, c'est vrai. Mais ce sont deux guerres du Golfe. Mais sous mandat de l'ONU. Oui, exactement. Deux guerres du Golfe très différentes, pour des motivations très différentes. Une agression caractérisée dans le cas de Saddam Hussein en 1990, très différente de ce qui s'est passé en 2003, où c'était une guerre fabriquée pour des raisons politiques par les États-Unis. Donc Mitterrand n'a pas dit non parce qu'il pensait qu'effectivement les Nations Unies devaient exercer leur rôle de garante de la sécurité internationale et que si Saddam Hussein
ne revenait pas à la raison, eh bien, il faudrait effectivement le contraindre à le faire. Judith Bonin, du temps de François Mitterrand, il y avait encore l'Internationale socialiste. L'ex-chef de l'Élysée aurait dit quoi sur l'enlèvement par l'armée américaine de Nicolás Maduro? Compliqué Alors la situation est très différente de celle des années 70 ou même 80. Il y a eu un précédent sous les mandats de François Mitterrand avec Noriega. Noriega, oui. Ancien président du Panama. Il me semble, alors j'ai pas fait une comparaison point à point, mais qu'il a eu une position assez mesurée de condamnation à l'époque. Voilà, contre comment dire, cette entorse au droit international, mais de salut du départ d'un homme politique qui n'était pas un démocrate. Georges-Marc Benamou est avec nous, sans doute l'un des plus fins connaisseurs de François Mitterrand. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Votre livre « Dans le secret de Mitterrand » est publié aux éditions Plomb, un volume qui réunit vos ouvrages. Le dernier Mitterrand, jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez et dites-leur que je ne suis pas le diable. Georges-Marc Benamou, c'est la question de ce débat ce soir. Que reste-t-il de François Mitterrand en France et peut-être aussi dans le monde pour vous ? Écoutez, les brillants historiens et biographes qui sont sur votre plateau pourront répondre mieux que moi. Moi, d'abord, je suis pas un historien, je suis un écrivain de la politique, et j'étais un ami, donc forcément dans une relation un peu affective. En tout cas, pour moi, qui vénère Albert Camus plus que Jean-Paul Sartre, il aura fait en sorte que ce pays ne connaissent pas de drame, de dislocation pendant 14 ans. C'était une vision un peu conservatrice, mais c'était la grande fierté de ce vieux chef gaulois qui était François Mitterrand au soir de sa vie. 14 ans sans révolution, 14 ans à la différence de son grand rival De Gaulle, un peu son rival obsessionnel. C'est mieux que 10 ans et chassé par mai 68. En tout cas, il restera une durée française. Il restera, comme il le disait lui-même, mais sans mégalomanie, le dernier grand président avant l'intégration européenne qui fait de nos chefs des premiers ministres fragiles, des petits présidents, comme il le disait. Et puis il restera une certaine idée de la gauche, c'est-à-dire une aventure exceptionnelle dans un pays sociologiquement de droite, comme un homme de gauche, en tout cas venu de la droite, on l'a dit, a pu devenir un monarque français durable et plutôt aimable et respecté. Alors il y a un côté, c'était mieux avant, en effet, mais il y a bien sûr des ombres à ce grand règne d'un grand chef français. Frédéric Bozo, c'est quoi la doctrine Mitterrand en politique étrangère? On a beaucoup parlé à un moment donné du gaulo-mitterrandisme, en fait, à savoir cette doctrine, d'ailleurs soutenue par le général de Gaulle et François Mitterrand, qui promeut l'indépendance stratégique de la France, le non-alignement et la possession de l'arme atomique. Oui, certainement. Mitterrand, enfin, je veux dire, toute la carrière politique de Mitterrand se fait finalement, je ne dis pas à l'ombre du général de Gaulle, mais par rapport à ce qu'a laissé la trace qu'a laissé le général de Gaulle. Et donc pour Mitterrand, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ça 20 ans après la mort de Gaulle, à partir de 1981, et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire à un moment où on connaît des bouleversements stratégiques et géopolitiques majeurs à partir de 1989, qui à la fois donnent raison à ce qu'a voulu faire le général de Gaulle, c'est-à-dire en effet une France indépendante, garante de l'équilibre, capable d'entraîner l'Europe, etc., mais qui, en même temps, remettent en question fondamentalement les conditions dans lesquelles la France a agi dans le monde après 1945. Et je pense que la grande force de Mitterrand, à partir de 1989, a été justement de trouver l'équilibre entre le maintien de cet héritage et son adaptation progressive, par petites touches, avec notamment le choix fondamental de la construction européenne, à partir en effet de 1983, même si en réalité ce choix, il le fait dès 81, en vérité. 83 n'est qu'un moment un petit peu de révélation de ce choix européen, mais il existe dès 81 et il est celui qui va faire de cette vocation européenne un choix fondamental qui aboutira au traité de Maastricht en 1991-92 et notre Europe aujourd'hui a pour pierre d'angle cette Europe-là. Judith Bonin, et en Afrique, il reste quoi de François Mitterrand ? Alors, la politique africaine de Mitterrand, elle est très longue, puisque en fait, elle commence quand il est ministre de l'Outre-mer, de la France d'Outre-mer en 1950. Il en reste un intérêt grandissant, je pense, des chercheurs. Il y a une vraie demande sur l'histoire coloniale, post-coloniale aujourd'hui. Bien sûr que la question du Rwanda et du rapport Duclerc
a aussi contribué à susciter de nouvelles recherches et de nouvelles interrogations sur le temps long, sur comment s'est constituée sa vision de l'Afrique, dans ce monde colonial, puis dans le monde décolonisé. Et il en reste aujourd'hui... Alors sur la vision qu'on porte sur cette période, de nombreux travaux de plus en plus nuancés, et là aussi un parcours qu'il s'agit de recontextualiser. C'est-à-dire qu'il a été colonial à une époque où beaucoup l'étaient, où la plupart l'étaient, et plutôt progressiste au début des années 50. Il a été un ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie, et un ministre de la Justice dont on sait maintenant qu'il a été relativement dur, contrairement à ce qu'on a pu penser un temps. Avec le FLN algérien, oui. Il a peu gracié. Il a été dans les années 70 à la tête d'un parti qui avait un discours très anticolonial, critique de la politique de Giscard très fort. Et lui était un peu plus en retrait. Et sa diplomatie dans les années 80 en Afrique, aujourd'hui, est perçue en grande partie comme un prolongement de la politique qui le précédait. Georges-Marc Benamou, dans le secret de Mitterrand, beaucoup de choses ont été dites sur l'homme, sur le dirigeant. J'aimerais vous entendre, on est sur TV5 Monde. Que représentait-il dans le monde? On a le sentiment que la France, depuis François Mitterrand, depuis peut-être Jacques Chirac après, vous avez dit tout à l'heure le dernier grand président, si je ne trahis pas vos mots, quelle image il a incarné, quelle place il a incarné dans le monde, quelle place il a donné à la France dans le monde? Je crois que c'est important chez les monarques républicains qu'il y ait une certaine stature. Chirac l'avait en effet, Mitterrand l'avait, c'était une certaine image de la France, une certaine tenue. Moi, je veux revenir sur ce qui a été dit. Je crois qu'en effet, le grand malentendu, ça a été la guerre d'Algérie. Il est l'homme qui n'a pas compris, peut-être par formation, la révolution algérienne, ou peut-être trop bien compris. Mais d'ailleurs, on fait ce reproche à Mitterrand, mais il faut le faire à Mendès France. En 1954, dans le gouvernement de Mendès France, Mendès France était aussi dur que Mitterrand, c'est-à-dire c'était l'aile gauche du colonialisme, si on peut dire ceci. Une version ouverte du colonialisme, ils étaient dans ce logiciel-là, Mendès France aussi. Et Mitterrand s'agaçait beaucoup de porter le chapeau, si je veux dire, ou la culpabilité sur l'Algérie, et pas Mendès France. C'était assez curieux de voir cela. Juste sur cette question de l'Algérie d'aujourd'hui, finalement, pour les jeunes de l'Algérie, on parlait de l'Afrique, si on élargit ou autre, pour les jeunes générations, vous qui êtes historien, qu'est-ce qu'il est important de savoir sur cet homme? Ce qui est important de savoir, c'est en même temps ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'était un homme complexe, dans son caractère, dans sa formation, dans son itinéraire, dans sa longévité. Et donc, on ne peut pas avoir d'avis tranché. Et d'ailleurs, il est mort très vite aussi, après, un an après, quasiment après avoir quitté l'Élysée. Donc il n'a pas vécu longtemps après. C'est ça, et en particulier, il n'a pas pu écrire ses mémoires. Alors, il en a écrit des bribes, des fragments. Mais donc, il n'a pas pu laisser, en effet, sa vérité en ce sens. Mais donc, moi, je dirais surtout la complexité, la profondeur, la vision. Mais en effet, comme l'ont dit les uns et les autres, c'était une autre époque. Et donc, il est très difficile de faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison, comme on dit. Frédéric Bozo, Le Tournant de 1983, une histoire politique, la gauche, la rigueur, l'Europe, Odile Jacob, merci à vous. Mitterrand, Judith Bonin, avec Pierre-Emmanuel Guigaud chez PUF. Et merci beaucoup Georges-Marc Benamou. Je rappelle donc le secret de Mitterrand, publié aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les trois ce soir sur TV5 Monde pour parler donc de François Mitterrand, qui est mort il y a tout juste 30 ans. Aujourd'hui, c'était donc le 8 janvier 1996.